Alors aujourd'hui, on a fait un pari. C'est notre séminaire qui existe depuis maintenant 2 ans et demi, a été, quoique parmi les animatrices, il y a Ella Raberto qui est une littéraire, mais on a toujours analysé des livres et des auteurs qui sont plutôt dans l'ensemble des sciences sociales. Et donc, alors je ne sais pas si on met les études littéraires dans les sciences sociales, ça je laisse la question à discuter plus tard. Mais on a fait ce pari donc d'inviter Jean-Marc Morat, qui est bien connu dans le milieu des études littéraires, et y compris dans les études postcoloniales, puisque peut-être tu en parleras un tout petit peu ensuite de tes ouvrages précédents sur la question, et d'entrevues précédentes aussi sur la question. Là, le livre, il ne porte pas directement sur le postcolonial et sur le décolonial, mais il l'inclut. Voilà. Et je suppose que Jean-Marc va en parler. Comme, je ne vais pas en dire plus, comme discutant bien. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes mis d'accord, Caroline et Silver, lequel de vous deux parle en premier. Donc, Silver, qui est bien connu, professeur à l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui est bien connu pour tous ses travaux sur la littérature francophone et pas seulement, en réalité. Voilà. Et Caroline, c'était un pari qu'elle s'est fait elle-même, qui est notre discutante senior, qui est donc étudiante en master de lettres à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Donc Jean-Marc va parler au maximum 30 minutes, Silver au maximum un quart d'heure, Caroline au maximum un quart d'heure, pour qu'on ait le temps de parler avec la nombreuse assistance. Voilà. Mais ce sont les meilleurs qui sont présents naturellement. Voilà. Je vais donner la parole tout de suite à Jean-Marc. Non, à moins que Silver, tu veux dire. Je vais juste présenter Jean-Marc assez rapidement quand même. Donc je tiens également à remercier Jean-Marc d'avoir de manière vraiment spontanée accepté notre invitation. Je connais Jean-Marc depuis bientôt une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Depuis l'Allemagne. Voilà, exactement. Depuis Bayreuth. Donc Jean-Marc est professeur depuis quelques mois, déjà émérite, de littérature francophone et de littérature comparée à l'université Paris-Nanterre. Il est membre de l'Institut universitaire de France, où il a été, toujours. D'accord. Et il a été en 2003, c'est peut-être ce qui nous rapproche aussi, lauréat du prix de la Fondation nationale allemande Alexander von Humboldt. Moi, j'ai été boursier de la Fondation Alexander von Humboldt, mais Jean-Marc, c'est un niveau plus élevé. C'est ce qu'on appelle les prix d'excellence de la Fondation Alexander von Humboldt, qui sont décernés à des chercheurs dont les travaux sont reconnus sur le plan mondial et qui, je crois, décernés une fois par an, je crois, à 5 ou 6 personnes, dont aujourd'hui de nombreux prix Nobel. Donc ça montre un peu le niveau d'exigence scientifique. Alors, il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Je vais en citer quelques-uns, notamment L'image du tiers-monde dans le roman français contemporain, Lire l'exotisme, La littérature des lointains, L'Europe littéraire et l'ailleurs, et l'un des ouvrages les plus connus, certainement, Littérature francophone et théorie postcoloniale. C'est un ouvrage qui a d'ailleurs été réédité en 2019. Donc aujourd'hui, il nous présente l'un de ces derniers, la totalité littéraire, théorie et enjeux de la littérature mondiale. Je ne vais pas en dire plus, je vais tout de suite céder la parole à Jean-Marc et ensuite on pourra en discuter. Voilà. Merci encore. Merci Silver, merci à tous. Merci de l'invitation à Michel et Ella Raberto, qui n'est pas là, qui participer, qui organise également ce séminaire. Je suis vraiment très heureux de participer à ce séminaire parce que je partage les options théoriques premières de ce séminaire. Le décolonial, donc entendu comme processus de déprise de la colonialité du pouvoir, et cette colonialité étant liée à l'expansion du système monde capitaliste. La colonialité, évidemment, prenant des formes différentes selon les contextes historiques. Et les colonialités du savoir ont sans doute été beaucoup plus étudiées que les colonialités du pouvoir. Et
ce tournant épistémique a donné, et Michel le remarque dans son récent ouvrage, au décolonial une forte orientation idéaliste. Et contre le décolonial idéaliste, eh bien, je m'inscris tout à fait dans ce qu'écrit Michel, il faut prôner un décolonial matérialiste. Maintenant, je parle en littéraire, et ce qui apporte un point de vue un peu décalé sur le post ou le décolonial. Pour les études littéraires, les études postcoloniales déterminent une perspective d'études de pays marqués par l'histoire coloniale, qu'il s'agisse de littérature occidentale, de littérature en langues européennes ou de littérature en langue vernaculaire, donc issue de régions extérieures à l'Europe. À partir de là, on peut faire deux constats, et c'est des constats que je fais dans mon livre et qui ont donné en quelque sorte le point de départ de celui-ci. D'un côté, la mondialisation de nos lectures, je vais y revenir, et de l'autre, l'apparition de critiques et de théoriciens de la littérature qui se sont voués spécifiquement à la littérature mondiale. Et en outre, la publication de deux anthologies, j'ai publié avec des collègues de Nanterre, m'indiquait les voies du passage du postcolonial vers le mondial. Et je préfère employer le terme mondial que le terme universel, qui est l'un des mots-clés de ce séminaire, et on pourra revenir là-dessus dans la discussion. En tout cas, les études postcoloniales avaient commencé de souligner les apories d'une histoire de la modernisation impulsée uniquement par l'Europe. Et donc, il s'agissait de contextualiser les prétentions à l'universalité et de décentrer les recherches occidentalo-centrées. Toutefois, évidemment, tout le monde le remarque, la première confrontation à la notion de littérature mondiale demeure de l'ordre du vertige. Si on examine un peu la manière dont les études s'organisent, c'est au tournant du millénaire que la littérature mondiale est devenue un objet d'étude important. Plusieurs revues internationales lui ont été consacrées, dont le Journal of World Literature depuis 2016. Des ouvrages l'ont abordé, par exemple l'ouvrage de Gesine Miller, How is World Literature Made? En fait, c'est la traduction d'un ouvrage allemand, Wie wird Weltliteratur gemacht? Et puis, il y a même une collection qui est consacrée spécifiquement à la World Literature aux États-Unis, chez Bloomsbury, dirigée par Thomas O'Beeby. Et là, vous avez un des exemples de cette collection, African Literatures as World Literature. Et le récent congrès, par exemple, de la Société française de littérature générale et comparée en France, était consacré à la mondialisation de la littérature. Bref, c'est vraiment un mouvement important depuis le tournant du millénaire, parce que la mondialisation de la littérature et de sa critique n'est pas une utopie ou un rêve, elle est ce qui nous arrive actuellement. Nous avons accès à plus de textes écrits et oraux significatifs que n'en pourrait abriter la plus vaste des bibliothèques. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des auteurs d'ouvrages très populaires peuvent espérer voir ceux-ci traduits en 20 ou 30 langues en quelques années de publication. Ajoutons qu'une librairie globale est en germe avec les GAFAM et la diffusion de textes en ligne. Les ventes de livres même attestent la diffusion internationale de la littérature. La science-fiction chinoise, par exemple, intéresse le public américain, avec notamment un auteur chinois récent qui a fait l'objet d'une adaptation en série sur la question de la science-fiction. On commence également à parler de K-Lit, comme on parlait de K-pop en évoquant la littérature coréenne, et le récent prix Nobel de littérature est coréen, Han Kang, c'est une autrice coréenne. Et je ne parle pas, par exemple, de la vogue de la fantasy au niveau international. Si on regarde les chiffres, sur les 50 meilleures ventes de livres en France en 2023, on compte 6 livres japonais, pas seulement des mangas, un américain, un algérien, 3 britanniques, un mexicain, un irlandais et un italo-suisse. Nombre d'auteurs également sont transculturels, comme en témoignent les exemples de José Luis Borges en Argentine, V.S. Naipaul dans les Caraïbes, Édouard Glissant hier, ou aujourd'hui Salman Rushdie, britannique, Abdulrazak Gurna au Ayacucho, en Angola.
On pourrait également parler de Assia Djeba ou Leila Seba. Bon, bref. Leur précurseur à tous, ces auteurs transculturels, c'est probablement Rabindranath Tagore, le premier auteur non occidental à accéder au prix Nobel de littérature. Et vous avez là le résumé des voyages de Tagore, c'est-à-dire ce qu'il faut comme voyage pour justifier d'être le premier prix Nobel de littérature asiatique. Les publics et les lectorats sont aussi de plus en plus multiculturels. Pour le public étudiant, par exemple, et nous en avons tous l'exemple dans nos classes, dans nos cours à l'université, voici ce que le professeur Brian Doherty, à propos de son expérience à l'université du Texas, écrit. J'ai eu des étudiants nigérians dans les grandes classes qui donnaient des leçons sur la prononciation correcte des noms Igbo chez Achebe. Des étudiants chinois qui donnaient des indications sur le glissement du chinois classique au vernaculaire dans le journal d'info de Lushun. Des étudiants sénégalais qui lisaient avec respect le cahier d'Aimé Césaire en français et qui expliquaient à la classe combien la lecture d'un tel texte dans sa patrie était un acte puissant. J'ai eu des étudiants qui enseignaient à leurs camarades l'hymne national indien et une chanson de Rabindranath Tagore magnifiquement chantée par un jeune étudiant bangladais. Bon, moi j'ai jamais eu dans mes cours d'étudiants qui chantent l'hymne national ou quoi que ce soit, mais il est vrai que le public étudiant est désormais multiculturel, avec peut-être en Europe une spécificité continentale grâce au programme Erasmus. Mais bon, c'est évident que les cours aujourd'hui sont composés d'étudiants venus de différentes cultures. Bref, la dimension mondiale de la littérature, c'est une évidence. Mais maintenant, la question, celle que je posais dans mon livre, c'est comment l'aborder? Qu'est-ce que c'est la littérature mondiale? Est-ce que ce sera la recension des méga-sellers contemporains, de Dan Brown à Paulo Coelho ou Stieg Larsson? Ou est-ce que ça sera la liste des prix Nobel de littérature, très occidentalo-centrée, même si depuis quelques années, il y a quand même une inflexion? Ou est-ce que ce sera encore la lecture des œuvres tenues pour importantes par chaque pays, allant donc de Gilgamesh, donc 3e millénaire avant notre ère, jusqu'à William Faulkner, Jean-Marie Le Clésio ou Gao Xingqiang aujourd'hui? Ça sera sans doute un peu tout cela, mais précisément il fallait démêler les choses. Et en m'appuyant sur les travaux actuels, donc j'ai essayé de vérifier quelles conditions méthodologiques permettaient d'aborder la littérature mondiale. Donc je le disais à l'instant, c'est au tournant du millénaire que se sont développés les débats sur la littérature mondiale. En France avec Pascal Casanova et la République mondiale des lettres, je vais y revenir. Aux États-Unis, où l'ouvrage de Casanova est traduit dès 2004, avec notamment David Damrosch, Franco Moretti et Martin Kushner, avant que les travaux décèlent dans de nombreux pays et que les centres de recherche ou des instituts de littérature mondiale soient fondés un peu partout. Et les études s'engageaient ainsi dans un régime de totalisation adapté à l'accélération planétaire des échanges, tant économiques que sociaux et culturels. Alors rapidement, je vais revenir sur deux choses, les circulations et les constructions de la littérature mondiale, et puis je laisserai surtout les discutants, parce que c'est eux qui sont importants, parler du livre. Alors, il est irréaliste, ça c'est clair, de vouloir rendre compte de la totalité littéraire. Mais il ne faut pas confondre deux choses. D'un côté, le caractère mondial de la littérature comme phénomène, c'est-à-dire le recensement de la masse des textes, et d'un autre côté, l'étude de la littérature mondiale comme discipline ou comme horizon de lecture. La masse des textes, elle est vertigineuse et elle est presque incommensurable. Ça, c'est clair. Mais une discipline peut avoir un objet complexe et immense sans que les praticiens soient contraints de tout savoir d'emblée à son propos. Par exemple, quel spécialiste de la littérature française ou de la littérature portugaise se targuerait de connaître l'ensemble de celle-ci? Personne, en fait. On avance en fonction des questions que l'on pose et selon les procédures d'un savoir qui se construit. Alors, quelle construction? D'abord, il faut aborder les circulations pour voir comment les littératures évoluent au niveau mondial. Et le premier constat,
c'est un constat évidemment attendu, c'est que la situation d'une littérature dans l'organisation éditoriale mondiale, elle est d'abord fonction de l'idiome dans lequel elle est écrite. Un classement des langues, donc, s'imposait. Mais si vous classez les langues selon la démographie, ça a été proposé par Louis-Jean Calvet, par exemple, on voit que la première langue parlée dans le monde, c'est le chinois mandarin, environ 1 milliard de locuteurs, l'anglais ensuite, avec à peu près 800 millions de locuteurs, le hindi, 700 millions, et l'espagnol. Le français, avec ses quelques, disons, 160 millions de locuteurs dans le monde, n'apparaît qu'en 10e position. Mais ce classement démographique est un faux classement pour la littérature. Le poids des langues doit être mesuré selon des facteurs plus précis. Et depuis 2010, Alain et Louis-Jean Calvet proposent donc un baromètre des langues du monde, qui est en ligne, qui est fondé sur le traitement statistique de 10 puis 12 indicateurs d'ordre culturel, économique et démographique. Et l'édition la plus récente, donc répertorie 634 langues, elle donne le classement global suivant. Les rangs, donc les langues les plus importantes au plan mondial, l'anglais d'abord, et vous voyez que le mandarin, classé d'abord comme la langue la plus parlée du monde, apparaît seulement en 11e position parce qu'il est moins bien classé selon les facteurs socio-économiques. Et le néerlandais, beaucoup moins parlé évidemment, est favorisé par ces mêmes facteurs. Ces facteurs sont, vous les voyez ici, le nombre de locuteurs, l'entropie, la véhicularité, le statut, etc. etc. Donc, ce baromètre qui est en ligne, donc vous avez l'adresse là, donne une image plus fine de la répartition linguistique, même si c'est une réduction. Il se complète, pour Louis-Jean Calvet, d'un modèle gravitationnel qui rend compte de la situation des langues dans une période où la concurrence linguistique est exacerbée par la mondialisation. La métaphore axiale, donc la gravitation, conçoit les langues comme gravitant les unes autour des autres. Les langues sont reliées entre elles par des individus bilingues, et c'est l'étagement des bilinguismes, produit par des rapports de force et des situations hégémoniques historiques, qui va permettre de présenter leurs relations. Comme les planètes en orbite autour du Soleil, donc, les langues s'attirent mutuellement en fonction de leur poids. Et les bilinguismes sont orientés, allant de l'idiome le moins doté symboliquement vers le mieux doté. Par exemple, à Tizi Ouzou, en Algérie, un bilingue kabyle-arabe a toutes les chances d'être de première langue kabyle, tandis qu'à Alger, un bilingue arabe-français a toutes les chances d'être de première langue arabe. Et le modèle autorise une présentation synthétique des relations entre les langues du monde. La langue hypercentrale aujourd'hui, évidemment, c'est l'anglais. Langue véhiculaire mondiale et langue officielle pour 59 États, dont certains comptent parmi les plus peuplés du monde. Et les locuteurs anglophones ont une forte tendance au monolinguisme, et autour de cette langue hypercentrale gravitent une dizaine de langues supercentrales, français, espagnol, arabe, chinois, et dont les locuteurs, lorsqu'ils acquièrent une autre langue, tentent à acquérir soit l'anglais, soit une langue du même degré symbolique que la leur. Et autour de ce club des grandes langues, entre guillemets, gravitent à leur tour 100 à 200 langues, par exemple l'alsacien, le breton, le wolof ou les créoles pour le français, qui constituent elles-mêmes les pivots de la gravitation de 4000 à 5000 langues périphériques, par exemple le sérère ou le djola autour du wolof au Sénégal. Et à chaque niveau de ce système, deux tendances se manifestent, l'une vers un bilinguisme horizontal. Si on acquiert une autre langue, on va acquérir une langue du même niveau symbolique que la nôtre, ou un bilinguisme vertical, on va acquérir une langue qui sera mieux dotée symboliquement que la nôtre. D'où le système gravitationnel. Alors, pour la littérature, en plus, il faut aborder le domaine de la traduction, parce qu'il n'y a pas que les langues parlées, il faut également les traduire. Et pour la littérature mondiale, les travaux d'Abraham de Swann et de Johan Albron ont mis en évidence la formation d'un système transnational de traduction. Plus un groupe linguistique est central, et plus sa part dans le nombre total de livres traduits dans le monde est importante. Et pour l'heure, la langue anglaise connaît, pour reprendre la formule de Gisèle Sapiro, une sociologue française qui a travaillé sur le domaine,
Elle apparaît comme un règne sans partage. Plus une langue est centrale, plus elle va fonctionner comme un intermédiaire entre les différents groupes linguistiques. Une fois qu'un livre est traduit dans une langue centrale, il va attirer l'attention des éditeurs du monde entier. Le centre du système international va être observé avec attention et ses choix vont être pris comme exemple. Et si on considère la traduction littéraire, eh bien, les deux processus dominants sont la traduction horizontale, donc intéressée par une littérature qui aura le même niveau symbolique que la nôtre, ou la traduction verticale, intéressée par des littératures de centralité supérieure. La littérature en anglais, hypercentrale, est caractérisée donc par une forte tendance au monolinguisme et à la faible part des traductions. Et des littératures supercentrales, allemand, français, espagnol, seront plutôt attirées par des traductions de l'anglais ou des littératures du même niveau symbolique que le leur. Et voilà pourquoi le public français a une image de la littérature étrangère dominée de beaucoup par les anglophones, puis ensuite les écrivains germanophones, hispanophones et italiens, auxquels s'ajoutent, depuis quelques années, les créateurs japonais de manga. C'est un domaine un peu spécialisé. Enfin, les littératures périphériques recourront surtout à la traduction verticale, s'intéressant en premier lieu aux groupes anglophones. Et donc, vous voyez à quoi on aboutit. Plus une langue est cotée, plus on cite des textes écrits en elle, moins elle est cotée, moins elle est située, à quoi on peut ajouter, et moins sa littérature sera étudiée à l'université. Donc, le domaine de l'échange inégal est caractéristique de la traduction. Alors, je cite dans mon livre l'exemple de Haruki Murakami, auteur japonais qui connaît une diffusion mondiale. Mais Murakami, précisément, avait compris ce qu'il fallait faire. Il était très lu au Japon, mais pas tellement lu au début de sa carrière dans d'autres pays. Il s'est fait traduire en anglais et il est allé donc sur le domaine anglophone avec cette traduction. Et là, il a pu constater à quel point New York comptait dans l'édition mondiale et combien, à partir de là, son succès pouvait être véritablement international. Alors, vous avez là le domaine des traductions. Vous voyez que l'œuvre la plus traduite en français, c'est Le Petit Prince. Et vous voyez surtout à droite du graphique les nations qui traduisent le plus. L'Allemagne, de ce point de vue-là, est le pays le plus ouvert à la traduction. Mais la France et l'Espagne ne sont pas mal situées non plus. Elles sont extrêmement ouvertes, c'est-à-dire que dans d'autres pays, les traductions sont véritablement internationales et permettent d'avoir une vision tout de même assez équilibrée de l'ensemble des littératures au plan mondial. Alors, la construction, les constructions plutôt de la littérature mondiale. Il n'y a pas une littérature mondiale, hein, j'insiste là-dessus, sur laquelle tous les chercheurs s'accorderaient, mais plusieurs théories critiques qui prétendent en rendre compte. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'envisager les grands groupes théoriques et critiques qui permettaient de parler de littérature mondiale. En posant d'abord deux limites à mon étude. La première, ça concerne la notion même de littérature. Beaucoup d'œuvres passées ne sont pas de la littérature, au sens moderne du terme. Elles ont été produites avant l'apparition d'une histoire littéraire distincte, donc à la fin du XVIIIe siècle, lorsque la littérature a succédé aux belles lettres, les belles lettres défendant, comme vous le savez, la doctrine de l'éternité et de l'universalité du canon esthétique. Et donc, si vous remontez en deçà du XVIIIe siècle, ça n'est pas de la littérature au sens où nous l'entendons, mais on peut se mettre d'accord sur une définition très large de la littérature comme une attitude interprétative intéressée par la qualité d'une œuvre verbale, que celle-ci soit écrite ou orale, le jugement qualitatif, évidemment, variant selon les régions. Et puis, deuxième limite, la pratique des langues. Il y a à peu près 7000 langues qui sont parlées dans le monde, et il est évident qu'on ne peut pas maîtriser toutes ces langues, et que les travaux sur la littérature mondiale sont voués à travailler sur traduction pour certaines. Évidemment, il faut maîtriser le plus de langues possible, ça c'est clair,
mais à un moment, il faut bien travailler sur traduction. Une fois posées ces limites, quelles sont les grandes théories et pratiques concernant la littérature mondiale? Alors là, je pense qu'on peut distinguer 4 types de construction de la littérature mondiale. Bon, je vais aller très très vite parce que je pense qu'on va en reparler. D'abord, on peut la concevoir comme le patrimoine littéraire commun de l'humanité. Donc, un ensemble d'œuvres sur lesquelles toutes les nations se mettraient d'accord, chaque nation apportant sa pierre en disant « voilà, ces textes sont importants pour notre culture, donc il faut les ranger dans le patrimoine littéraire de l'humanité ». C'est une conception qui a été illustrée par le programme d'œuvres représentatives de l'UNESCO qui courait de 1948 à 2005 et qui traduisait les œuvres littéraires identifiées par chaque nation comme des chefs-d'œuvre, et notamment en passant d'une langue peu répandue à une autre langue peu répandue. Par exemple, le japonais Kawabata, traduit en indonésien, ou le pakistanais Ahmed Faiz, qui est écrit en ourdou, traduit en hongrois. Donc, ils ont traduit ainsi quelques 1300 titres. Mais le programme s'est arrêté, et notamment en raison de divergences idéologiques. Au moment de la guerre froide et même après, les critères de légitimité littéraire du camp socialiste n'étaient pas exactement les mêmes que les critères de légitimité littéraire du camp capitaliste. Et donc, bon, il y a eu beaucoup de conflits à ce propos, et le programme, du coup, s'est arrêté. Une deuxième approche de la littérature mondiale, c'est ce que l'institution universitaire états-unienne qui s'appelle la World Literature. Cette World Literature, ça correspond à un enseignement universitaire pratiqué de longue date aux États-Unis et qui a connu une impulsion remarquable au début des années 2000. C'était un cours d'initiation, a priori, qui prend la forme de grands textes traduits, rassemblés dans des anthologies. Le prototype de ces anthologies, c'est The Norton Anthology of World Masterpieces, que vous voyez ici, donc publié dès 1956, et qui est devenu un classique, passé de 400 pages environ à plus de 6000, et qui a connu plusieurs éditions, et qui est concurrencé par d'autres anthologies, mais donc c'est le modèle premier. Et cette World Literature, donc, elle explore un monde traduit et présenté en anglais, avec parfois la mention de textes originaux. Et dès le début des années 2000, l'auteur le plus influent dans ce domaine, ça a été David Damrosch, qui a synthétisé son approche dans un ouvrage qui s'intitule What is World Literature? Donc, qu'est-ce que la littérature mondiale, qui vient d'être traduit en français. Il définit ainsi la World Literature, et je cite: je considère que la World Literature comprend toutes les œuvres littéraires qui circulent au-delà de leur culture d'origine, soit en traduction, soit dans leur langue originelle. La mondialité, donc, selon la World Literature, ce serait non pas l'appartenance à un quelconque canon, les œuvres les plus prestigieuses, mais un mode de circulation et de lecture assuré par la traduction. Et les œuvres les plus importantes se caractériseraient par une intensité de lecture. Elles existeraient hors de leur sphère culturelle, dans un système littéraire situé au-delà de la culture originelle. Et l'approche s'appuie sur 3 caractéristiques centrées respectivement sur le monde, le texte et le lecteur. Donc oui, je n'ai pas traduit en anglais, mais bon, là c'est de l'anglais assez simple, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Les œuvres donc entrent dans un système littéraire qui est différent de leur culture originelle, et on va s'intéresser à tous les textes qu'une communauté donnée de lecteurs considère comme de la littérature. Par exemple, dans What is World Literature, Damrosch aborde des textes en allemand moderne, allemand médiéval, anglais, français, chinois, acadien, avec 2 cas, nahuatl, serbe, russe, égyptien antique et ancien norvégien. Alors on peut faire beaucoup d'objections. On peut apporter beaucoup d'objections à cette World Literature. Ça a été synthétisé notamment dans un ouvrage au titre révélateur par Emily Apter, Against World Literature, contre la World Literature. Apter, en 2 mots, reproche à cette World Literature d'être une sorte de hit parade global pour le lecteur cultivé qui ferait fi de l'intraduisibilité culturelle. Ce à quoi Damrosch a répondu avec humour:
je cite Dalroche, l'étude de la world literature peut très facilement devenir culturellement déracinée, en faillite au plan philologique et idéologiquement complice des pires tendances du capitalisme mondial. À part ça, nous allons bien. Fin de citation. Il y a de l'humour. Mais les débats sur la world literature sont loin d'être terminés. Une troisième approche, après la world literature et le patrimoine littéraire mondial, promeut une vision agonistique de la vie littéraire internationale. Il s'agit de mettre en évidence les structures de domination et de dépendance qui régissent la vie littéraire. Par exemple, dans le cas d'une République mondiale des lettres, ça c'est Pascal Casanova, déterminant des conditions inégales de création et par là certains traits formels qui caractérisent les lettres modernes contemporaines. Ça a été prolongé par Gisèle Sapiero, avec un ouvrage très récent qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un auteur mondial ?» et qui propose une approche, disons, bourdieusienne du champ littéraire mondial. Et ça a été également prolongé avec Combined on Uneven Development du collectif de Warwick, qui s'inspire de la théorie du système monde d'Immanuel Wallerstein, conçue pour décrire les situations où les formes et les relations capitalistes coexistent avec des formes de vie économique antérieures et des rapports de classe préexistants. Et la littérature mondiale, à ce moment-là, ça serait, selon le collectif de Warwick, celle du système monde capitaliste moderne. Elle constituerait l'enregistrement fictionnel de la modernité sous le signe du développement inégal et combiné. Alors le risque majeur de ces recherches, à la différence de la world literature, serait plutôt de transformer l'étude littéraire en la recherche d'une thèse, une vision de l'histoire et des relations internationales qui serait illustrée par les œuvres, en quelque sorte. Et le danger serait alors de réifier en quelque sorte la fiction, de dénier la pluralité de styles, de thèmes, d'orientation esthétique d'un immense ensemble. Bon, ce sont les deux approches les plus influentes. Actuellement, la world literature et puis la vision agonistique de la littérature. Il y a une quatrième et dernière approche, et je vais m'arrêter là pour laisser nos discutants parler. C'est une histoire du temps présent, qui considérerait qu'il y a une rupture dans la mondialisation de la littérature à partir des années 1980, et que se construira en fait à partir des années 80 un espace littéraire mondial où les auteurs seraient confrontés aux mêmes contraintes d'écriture et se répondraient les uns les autres. Et donc à ce moment-là, la littérature deviendrait véritablement mondiale, géopolitique, comme le dit Karen Heer, et l'ambition des écrivains serait alors l'invention d'un roman-monde, a global novel ou a world fiction. Alors, oui, non, je ne l'ai pas mis là. Donc, un nouveau récit épique qui couvre plusieurs lieux, rend compte de mouvements simultanés et multidirectionnels des populations du monde et qui raconte sans être submergé par des nouvelles technologies de la communication. Un des auteurs qui se voue à écrire ce roman épique global, comme il l'appelle, c'est Kazuo Ishiguro, un romancier britannique d'origine japonaise, un récent prix Nobel de littérature, qui reconnaît lui-même qu'il voudrait écrire ce récit épique mondial. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce récit épique mondial? Alors, on parlera peut-être dans la discussion. Je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à nos discutants. Merci beaucoup Jean-Marc, et merci aussi d'avoir respecté le temps de parole. Je ne sais pas comment vous êtes décidé, lequel de vous deux parle en premier. C'est vous qui Caroline qui parle en premier. C'est Caroline qui parle en premier. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez faire? Ça me sera bien. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Parfait. Bon, d'abord, merci Michel et Sylvain d'avoir proposé d'être discutante aujourd'hui. Donc, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre ouvrage qui m'intéresse à double titre. D'abord, très bien. Je suis étudiante en lettres et bien que n'étant pour le moment qu'en master, même s'il faut passer par là, je travaille pour mon mémoire de littérature comparée sur des œuvres provenant d'espaces géographiquement éloignés. L'Algérie postcoloniale et l'Union soviétique, comme on en parlait en off.
Je suis de ce fait particulièrement friande d'outils permettant de penser des structures d'ensemble au sein desquelles s'enchevêtrent des pratiques, des géographies et des histoires. D'autre part, je situe mon ancrage théorique au sein d'une perspective où se croisent féminisme et matérialisme, et je réfléchis en même temps aux manières de créer des formes communes, ainsi qu'aux contradictions qui caractérisent le développement capitaliste. De ce fait, j'ai pu trouver dans votre livre une vaste fresque de références, dont certaines m'étaient familières et m'ont servi de porte d'entrée au sein de votre réflexion. D'autres références, encore méconnues, m'ont offert des pistes de prolongement et de recherche très stimulantes. Venons-en donc aux faits. Dès la première page du livre, on trouve cette remarque à valeur de constat. Aux yeux des lecteurs français, produit d'une structure qui les rend spontanément enclins à se mêler de l'universel, l'idée de littérature monde semble a priori excellente. Voilà un substantif tout à fait à propos, au cœur de l'interrogation de notre séminaire, l'universel. Dans la totalité littéraire, théorie et enjeux de la littérature mondiale, comme vous l'avez rappelé, vous interrogez et examinez les principales interprétations de la notion de littérature mondiale. Vous relevez un paradoxe. L'existence d'un côté d'une effervescence théoricienne et critique autour des notions de Weltliteratur et de World Literature. De l'autre côté, l'absence assez criante de débat sur, je cite, la mondialisation de la littérature dans le domaine français. Ce qui m'a sauté aux yeux dès l'introduction de votre ouvrage, c'est d'abord le glissement qui s'opère depuis le concept de littérature mondiale vers celui de mondialisation de la littérature. Vous explicitez par la suite ce glissement conceptuel et vous notez que, je cite, l'étude de la littérature s'engage dans un régime de totalisation, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, adapté à l'accélération planétaire des échanges, tant économiques que culturels. Ce simple constat me paraît avoir des implications extraordinaires en ce qui concerne nos manières d'envisager la discipline littéraire. Étudier les textes littéraires en s'inscrivant dans une démarche mondiale, ou mondialisée, reviendrait à délaisser pour un temps la critique esthétique traditionnelle, pour recentrer nos attentions de chercheuses vers des questionnements historiques, économiques, sociaux et sociétaux, ou bien à trouver de nouveaux modèles critiques transdisciplinaires permettant de conserver la spécificité ou une spécificité de la littérature, tout en réaffirmant la pertinence de lectures référentielles et situées. C'est dans cette lignée que semble s'inscrire le Warwick Research Collective, collectif auquel vous consacrez un long chapitre de votre ouvrage. Vous écrivez « Pour ce collectif, la littérature mondiale est un projet qui, comme le cosmopolitisme qui l'inspire, nous demande de développer une relation éthique avec le monde dans sa totalité. La dimension éthique interrogeant le projet lui-même. Si nous étendons notre enquête à l'ensemble de la planète, ne devrons-nous pas interroger avant tout les inégalités criantes qui la minent ? Le glissement sémantique que je relevais plus haut, de littérature mondiale à mondialisation, prend ici tout son sens. Il s'agit, selon cette approche, de s'intéresser aux applications littéraires et culturelles de la théorie du développement inégal et combiné élaborée par Engels puis par Lénine et Trotsky, comme vous le rappelez dans le livre. Autant dire que cette approche me plaît et qu'elle me paraît s'inscrire à rebours d'une approche patrimoniale, en ce qu'elle ne procède pas, elle, de logique accumulatrice et totalisante. Revenons au constat initial qui ouvrait mon propos. Vous écriviez que le lectorat français était spontanément enclin à se mêler de l'universel. En tant que lectrice française, me voilà encline à mon tour à me mêler d'universel. On connaît, et on rappellera peut-être avec Silver, les enjeux de la raison pseudo-universaliste. On saisit bien les dangers inhérents à la recherche de critères d'identification qui minent les singularités et les localités et transforment la recherche du même en dogme. Mais voilà que la modernisation capitaliste, sa généralisation et sa dispersion mondiale nous offrent, peut-être à nos dépens, une nouvelle forme d'universel. Il semble émerger un système monde généralisé qui touche tous les corps et tous les territoires. Je souhaiterais donc poser la question suivante, qui est peut-être un peu naïve. Emmanuel Wallerstein, théoricien du système monde capitaliste, pose que le mode de production capitaliste est universel. Aussi, il me semble, en lisant votre ouvrage, que cette forme d'universel-là, qui ne repose plus sur la recherche ou l'imposition de valeurs communes et partagées par tous, pourrait servir de commun transversal pour penser l'étude de la littérature mondiale. C'est par ailleurs ce que semble proposer, mais sans se servir du vocable universel, le Warwick Research Collective. Peut-on, selon vous, utiliser le mot universel pour qualifier les conséquences du phénomène mondialisé qu'est le capitalisme ? Quelles seraient alors les implications littéraires et des études littéraires, au sein des études littéraires, de ce déplacement de l'universel, si on acceptait bien sûr d'utiliser ce terme, qui ne serait dès lors plus associé au rêve esthétique et social d'élévation universelle, mais qui renverrait à une existence matérielle, sociale et économique de formes de vie et de production hégémoniques qui s'étendent à la Terre entière. Aussi, une autre question en découle. Est-il en fait toujours nécessaire de chercher un universel ou un commun pour penser la littérature mondiale ? Ou peut-on envisager qu'il soit possible de proposer une approche non pas définitionnelle du concept de littérature monde, mais plutôt relationnelle ?
Cette approche, qui pourrait se rapprocher d'une pensée en termes de flux plutôt qu'en termes de positionnement et de définition, permettrait peut-être d'éviter un raisonnement trop schématique et enfermant, qui ferait du capitalisme uni au pouvoir sans partage et de la littérature un Hercule nécessairement impuissant. La notion de totalité littéraire, qui est le titre de votre ouvrage, pourrait-elle recouvrir une telle approche? Cette nouvelle notion peut-elle être entendue comme un concept utilisable qui pourrait regrouper, sans les homogénéiser, les notions de littérature monde, littérature mondiale et verte littérature? Et enfin, une dernière question, comment expliquer le retard en France des travaux sur cette notion, pourtant très féconde et contemporaine, de littérature mondiale? Merci. Merci beaucoup. Merci Caroline. Peut-être c'est mieux que Sylvain parle tout de suite avant que Jean-Marc réponde. Non? Ou comme vous voulez. Non, parce qu'on a pensé ça comme une continuité, donc Jean-Marc reprendra après. D'accord, c'est très bien. Ok. Bon, alors, donc ma lecture de l'ouvrage de Jean-Marc, je l'ai plutôt comprise comme une sorte de prolongement de ces différentes interrogations. Plusieurs chapitres du livre, donc la totalité littéraire, abordent de manière directe ou indirecte les questions de l'universel et de l'universalisme, qui sont justement au centre de nos débats, de nos réflexions ici. C'est pourquoi je voudrais peut-être réorienter la réflexion de Jean-Marc dans le sens d'un débat sur l'universel et l'universalisme, et non dans le sens d'une réflexion uniquement sur la littérature mondiale. L'ouvrage, on le sait, Caroline vient de le dire, c'est une sorte d'histoire du discours critique sur la littérature mondiale, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, en s'arrêtant à sa diversité et aux différentes tendances qui la caractérisent et lui font acquérir aujourd'hui une incontestable légitimité. C'est peut-être ce qui fait justement l'une des spécificités de la littérature comparée, c'est cette capacité de s'adapter et de toujours s'interroger sur la discipline, une forme d'autoréférentialité, mais en même temps de se projeter toujours vers l'avenir, si bien qu'on a toujours pensé que la littérature comparée était toujours une discipline en crise, donc qui essaie toujours de résoudre en permanence les crises de légitimité. Mais quand on relit justement cette histoire de la littérature comparée, parce qu'en réalité c'est aussi une histoire critique de la littérature comparée, on voit bien des liens évidents, à mon sens, sur l'universalisme, la question de l'universalisme, puisque la littérature comparée s'est d'abord pensée, notamment avec Goethe, comme Weltliteratur, comme littérature mondiale. Et donc, les projets de cette littérature mondiale, ils sont abordés dans l'ouvrage et discutés dans l'ouvrage, étaient aussi de construire une sorte de pont transnational, mais aussi de normes transnationales qui devraient s'appliquer à la totalité. Cela a été contesté, discuté par différents théoriciens. Et ce qui m'apparaît ici important, c'est de poser la question de savoir comment affirmer la différence d'une culture, une manière d'être, une manière de penser, se projeter en même temps, et se projeter en même temps viser à l'universalité. Je pense que ça a toujours été un peu au centre même du débat de la littérature comparée. C'est à la fois partie des littératures nationales, mais chercher en fait le lien entre ces littératures nationales ou construire le lien entre la littérature nationale et une forme d'universalité. Ce qui n'a pas toujours été évident. Et cette question a d'ailleurs été au centre de plusieurs réflexions en littérature générale comparée. Je pense notamment à Baldens-Sperger, que l'ouvrage cite, où il pense que la littérature comparée devrait fournir, et là je cite, fournir à l'humanité disloquée un fond moins précaire de valeurs communes. Donc on voit cette recherche aussi de valeurs communes chez Baldens-Sperger.
ailleurs, on pense que la littérature comparée, et là je cite encore, devrait rétablir une ouverture humaniste et cosmopolite. Donc, toujours cette réflexion sur en fait, l'ouverture de la littérature comparée, la littérature comparée qui deviendrait une forme d'humanisme, sans toujours qu'on ait la capacité de montrer comment réaliser un tel projet. Et notamment après la Seconde Guerre mondiale, on a souvent pensé la littérature comparée comme une discipline contre l'ethnocentrisme, contre, je cite, l'hérésie nationaliste. C'est souvent comme ça que la littérature comparée a été présentée, notamment d'abord après la Première Guerre mondiale et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et donc la question que l'on retrouve dans le livre aussi, c'est comment réaliser un tel projet. Donc comment partir d'une littérature nationale à une littérature supranationale, quels sont les éléments qui permettent aussi de construire un tel projet. Et c'est là qu'on retrouve plus ou moins la réflexion avec l'universel et l'universalisme. Parce que les pistes envisagées par la littérature comparée, que l'on retrouve également dans l'ouvrage, je vais en citer quelques-unes. La première, c'est le plurilinguisme. On a parlé, c'est cette pluralité, cette capacité de parler plusieurs langues, et la littérature comparée en fait l'un des principes de son fonctionnement, de cette discipline, donc la question du plurilinguisme. Le deuxième élément qui est abordé aussi dans le livre, c'est la compréhension interculturelle. Donc la notion d'interculturalité devient aussi une notion importante et une piste justement pour passer du national au transnational. Il y a bien entendu, et peut-être que l'on reviendra là-dessus, la question de la traduction. La question de la traduction qui devient, le traducteur qui devient une forme de médiateur entre les littératures et qui permet justement, comme on l'a vu aussi dans les différentes anthologies, de construire cette littérature vraiment mondiale. Il y a la tentation, mais qui a été souvent critiquée, de produire un canon universel, ce qu'on a vu avec Jean-Marc aussi, ce canon serait le reflet des valeurs littéraires universelles tout en exprimant les caractéristiques profondes de la culture nationale. Donc rechercher des textes dans un corpus national qui aurait comme ça des valeurs littéraires dites universelles. Et puis, il y a un aspect qui est fondamental dans l'ouvrage, qui est le décentrement. Et là, je cite la page 18, où Jean-Marc écrit « Le mot d'ordre est décentré, bousculer les catégories analytiques et les types d'études liées à la société d'origine des chercheurs, provincialiser l'Europe, aussi pour cesser d'envisager les littératures en termes uniquement européens et à partir de leur relation avec l'Europe ou l'Occident. » La question du décentrement est une question évidemment importante. Elle est importante aussi bien pour la littérature comparée que pour la question de l'universel ou de l'universalisme, puisqu'il s'agit aussi de penser cet universel ou de penser la littérature comparée à partir de ce qu'on appelle ou ce qu'on a toujours appelé des périphéries, et donc de changer finalement de perspective. Et là, j'aimerais introduire un philosophe que Jean-Marc connaît très bien et qui réfléchit aussi bien sur la question de l'humanisme, mais qui cite souvent Goethe, c'est Souleymane Bachir Diagne. Bachir Diagne, par exemple, dit qu'il faut penser l'universel dans un monde tribalisé. Donc on voit à la fois cette dimension de l'universel et puis ce particularisme, cette tension qu'il y a en permanence entre le particularisme et l'universel, qu'il appelle ici un monde, le particularisme, qu'il appelle ici un monde tribalisé. Et donc si l'universalisme est en soi une idée sublime, l'histoire demande qu'il peut déboucher sur le colonialisme par exemple, l'asservissement
de l'autre sous prétexte de défendre des idées universelles. Édouard Glissant, par exemple, qui rejette l'universel, par exemple, dit que l'universel relève de la pensée de l'un, qu'il oppose à la pensée de la relation, à la pensée du divers, et il fait une opposition, donc un mot qu'il a créé d'ailleurs, il oppose l'universalité à la diversalité. Pour Glissant, on a tendance à se réfugier derrière l'universalisme pour refuser la diversité. Et ça, c'est une problématique aussi qui me paraît très très importante, puisqu'elle est discutée aussi par de nombreux penseurs. C'est une idée aussi souvent défendue par de nombreux penseurs postcoloniaux ou décoloniaux, qui considèrent généralement l'universalisme comme un masque d'une identité. Ça, c'est Souleymane Bachir Diagne qui le dit. Donc l'universalisme comme un masque d'une identité occidentale, masculine et blanche, dans laquelle d'autres communautés ne pourraient pas se reconnaître. Une autre réflexion que je tire toujours de l'ouvrage, en tout cas du parallèle que j'essaie de faire entre la réflexion sur la littérature mondiale et la réflexion sur l'universel, c'est cette proposition que fait Souleymane Bachir Diagne de passer de ce qu'il appelle à la suite de Maurice Merleau-Ponty d'un universalisme de surplomb à un universalisme latéral. Il pense, donc justement à la suite de Merleau-Ponty, que l'universalisme de surplomb est un universalisme colonial. Donc avec une entité qui décide dans quel sens et ce qui relève de l'universalisme, alors que l'universalisme latéral serait une forme d'universalisme qui permet la discussion, qui serait entre griffes égalitaire. Il dit par exemple, et c'est une question, disons, qui rejoint aussi tout le débat sur la mondialité de la littérature, que l'universalisme latéral exige nécessairement l'apprentissage des langues. Pour lui, le plurilinguisme est une condition justement de cet universalisme latéral. Il dit que cet universalisme latéral exige aussi l'expérience et la pratique de la traduction, que c'est un moment important justement pour la construction de cet universalisme latéral. Et le dernier moment, ce qui rejoint un peu la citation donc, que j'ai tirée du livre La Totalité, c'est le décentrement. Donc on voit ce parallèle. Pour lui, le décentrement est aussi un moment important. C'est pourquoi il propose de réfléchir non pas sur l'universel ou l'universalisme. Pour lui, le principe, c'est le verbe universaliser. Donc, je crois que c'est l'un, que je n'ai pas encore lu, mais c'est l'un des livres qui vient de paraître. Je n'ai pas le titre exact, mais l'idée pour lui, c'est la réflexion devrait aller vers comment universaliser, ou ce que c'est universaliser. Alors, cette réflexion de Souleymane Bachir Diagne, elle s'appuie évidemment sur la critique surtout postcoloniale, donc une lecture de Fanon, une lecture de Césaire, une lecture de Senghor, qui tous, tout en acceptant l'idée d'universalisme, revendiquent le décentrement. Donc que ce soit Césaire par exemple, c'est un exemple qu'il cite dans de nombreux textes qu'il a écrits, la sortie de Césaire du Parti communiste, où il disait qu'en tant qu'homme de culture, je ne me reconnais pas dans cet universalisme-là. L'universalisme, bien sûr, prôné par le Parti communiste à l'époque. Cette même
idée qu'il retrouve aussi chez Senghor, qui revendique un enracinement dans une culture propre, mais également une ouverture à l'autre, une ouverture au monde. Le rejet d'une identité qui serait carcérale, mais en même temps ouverture à une pluralité identitaire, à une identité qui s'ouvre à l'autre. Donc je voulais non pas commenter l'ouvrage, mais en même temps réorienter notre discussion vers ces questions qui me paraissent faire le pont entre l'idée de littérature mondiale que l'on retrouve depuis Goethe, qui va évoluer jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la world literature d'aujourd'hui, ou à la littérature comme patrimoine de l'humanité, qui sont les deux premiers points, et justement faire le pont avec toute cette réflexion aujourd'hui, notamment avec la proposition de Souleymane Bachir-Diagne de cet universalisme latéral. Donc voilà un peu, si ça peut nous servir de base pour la discussion. Et donc je te cède d'abord la parole et puis à la salle bien sûr pour la réaction. Merci, je ne vais pas monopoliser la parole, mais... 10 minutes, pas plus? Comment? 10 minutes, pas plus, ça ira? Ah oui, non, moins de 10 minutes, mais simplement remercier d'abord de vos deux lectures qui vraiment me permettent de repenser un peu mon ouvrage. D'abord, oui, vous êtes une tenante du Warwick Research Collective. C'est la référence que vous préférez visiblement dans le livre. Et effectivement, il s'inspire de la théorie de Wallerstein sur le système mondial. On peut se poser la question, oui, vous avez raison, est-ce que l'universalité ne serait pas finalement l'universalité capitaliste qui s'étend au monde et qui apparaît comme un peu irrésistible à notre époque? Et c'est vraiment une excellente question. Voilà, donc le séminaire contient la notion d'universel dans son titre, comme tu le rappelais également, et puis en citant Diagne également. Pour moi, l'universel est un terme piégé pour la littérature mondiale. Je n'ai absolument pas utilisé ce terme, y compris d'ailleurs l'universalisme latéral de Diagne, parce qu'il a des connotations idéalistes qui me gênent un peu. Quand j'ai réfléchi à ça pour écrire ce livre, je me suis dit, je vais être plus modeste, parce qu'en universel, on pense toujours à une notion de surplomb, vous le rappeliez tout à l'heure. Je vais poser la question du commun, plutôt. Qu'est-ce que nous avons en commun au niveau mondial? Qu'est-ce que nous avons en commun en termes de conception du temps, de l'espace géopolitique, des formes, des conceptions éthiques, des relations entre les êtres humains, des relations au cadre naturel? Qu'est-ce qui nous rapproche, toutes les cultures, et donc qu'est-ce que ces cultures ont en commun? C'est ça la question, et je crois que véritablement, là, la littérature est un domaine tout à fait privilégié, parce qu'elle permet justement de penser ce commun et de montrer dans chaque littérature ce qui se rapproche et ce qu'on peut mettre en commun, donc de penser, éprouver, enregistrer ensemble. Et donc, plutôt que l'universel, je privilégie le commun, y compris d'ailleurs ce qui concerne l'universalisme latéral de Bachir-Diagne, que tu as bien rappelé, Sylvain. Je crois que là, il y a encore une position. Un universalisme latéral, ça me paraît être quelque chose de très difficile à penser, à partir du moment où on considère que l'universalisme est quelque chose qui est en surplomb. Je ne vois pas tellement, je n'ai pas été très convaincu par cette notion d'universalisme latéral, ou même l'utilisation du verbe universaliser. Je pense qu'il faut plutôt articuler ça à une recherche première, qui est la recherche de la communauté des cultures, plutôt que l'universel. Et donc la littérature mondiale, de ce point de vue-là,
la pensée de la littérature mondiale est une pensée qui nous permet de regrouper les thèmes communs, les conceptions communes de l'humanité. Voilà bon, ce que je voulais dire dans un premier temps, mais je pense que plutôt que de continuer à monologuer comme ça, ou à discuter entre gens qui sont à la tribune, je pense qu'on peut ouvrir la discussion à la salle, ça sera beaucoup plus productif, me semble-t-il. Puis il faut privilégier le dialogue de toute façon. Là, ça marchait. Il faut peut-être couper les micros aussi. Non, c'est une On a besoin de ça, Michel? C'est pour l'enregistrement. Ah oui. Est-ce que c'est mondial? Est-ce que c'est C'est bon. Bon, parfait. Merci beaucoup d'avoir été... c'est un verbe de la contondant. D'avoir été contondante et d'avoir posé et d'avoir ouvert le propos à la thématique générale de notre séminaire. On a pratiquement 1 heure, c'est super. De ce point de vue-là, c'est super qu'on ne soit pas nombreux, parce que ça veut dire que chacun va pouvoir s'exprimer chacune avec un certain temps, et peut-être plusieurs fois. Donc moi aussi, moi-même, j'ai des questions, mais ce n'est pas mon rôle de me donner la parole. Donc je donne la parole d'abord à qui la veut, questions, critiques. Et ça peut être aussi des questions, non seulement à Jean-Marc, mais à chacun des deux discutants, discutantes. Voilà. Virginie. Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup d'être là. J'ai hâte de découvrir votre livre. Bon, je suis Virginie Coulon, l'auteur dans le groupe de recherche d'Alain Ricard, notre ami à tous, l'auteur de la base de données LITAF. Et votre présence ici ce matin qui nous permet de découvrir votre réflexion, votre livre, encore une fois que j'ai hâte de découvrir, je m'aperçois que lorsque j'ai commencé l'ITAF il y a plus de 30 ans, d'abord c'était l'enthousiasme de découvrir une littérature que je connaissais mal et de le faire découvrir, que le monde universitaire, je trahis mes origines anglo-saxonnes. Je suis le résultat de la présence de l'Université de Californie à l'Université de Bordeaux. Et je n'échappe pas à ça. Donc, l'ITAF était censé aider le monde universitaire à découvrir une littérature, je vais oser dire naissante. Mais j'étais troublée. Pendant les plus de 35 années où j'ai mené ce travail, j'étais troublée. Est-ce que mon point de vue n'était pas trop étroit? Et puis de plus en plus, les auteurs africains eux-mêmes disaient auteur africain, mais je suis auteur. D'abord, ce mot africain semblait rétrécir quelque chose. Et avec votre présentation ce matin, je suis de nouveau troublée. Vos 4 approches très intéressantes qui se terminent avec l'approche de Karen Ear, je pense, Karen avec un C, n'est-ce pas? Quand j'ai grandi aux États-Unis, Karen était avec un K, mais maintenant c'est avec un C. Toward the geopolitical novel, US fiction in the 21st century. Donc c'est un rétrécissement, encore une fois. Elle ne va parler que de la fiction des États-Unis. Et on vient d'inaugurer un président qui nous fait peur à tous, qui veut rétrécir sa vision à lui et sur l'Amérique, sur les États-Unis. Alors je ne sais plus où j'en suis. Je suis en train de me demander si la littérature aussi n'obéit pas à un certain nombre de contraintes géopolitiques. Est-ce inévitable? Est-ce nécessaire? Je ne sais pas. Voilà.
j'ouvre la parole quelque part. J'ai commencé dans la base de données d'ITEF qui a été envoyée à Pierre Alain à Metz pour être ajouté à Mukanda. Le travail n'est pas encore fait, mais enfin bon, peut-être un jour. Voilà, je vous livre ma réflexion et mes troubles. Oui, Peut-être c'est bien qu'on prenne 2 ou 3 questions à la fois. Bonjour. Moi, je voudrais dire que donc j'ai beaucoup aimé votre ouvrage parce que c'est bien plus qu'un livre de par son érudition et la somme de ses références. Et vous évoquez bien souvent l'épopée. Il y a un chapitre de votre livre qui s'appelle L'oralité que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé passionnant. Je voudrais me permettre d'ailleurs de lire cette phrase que je vais apprendre par cœur tellement je la trouve superbe et qui peut-être illustre mon propos. Donc le Malien Amadou Mpateba se présentait comme, vous citez sa phrase, un diplômé de la grande université de la parole, avec un P majuscule, enseigné à l'ombre des baobabs. J'adore cette phrase et j'aimerais vous demander pourquoi dans votre livre vous n'évoquez pas davantage le genre littéraire du conte. Si j'ai bien compris le propos de votre ouvrage, il me semble que ce serait un morceau bien choisi, peut-être, qui illustrerait la diversité dont la totalité littéraire a tant besoin, parce que le conte semble d'une lecture facile, alors que cette lecture, lorsque l'on grandit, est davantage bousculée par tous les savoirs connexes qui entourent le conte, que ce soit la sociologie, la philosophie, la psychanalyse, d'une part, et peut-être que ces savoirs connexes pourraient composer les outils transversaux dont vous parlez dans l'introduction, fort utiles donc à l'étude d'une diversité constitutive de la totalité littéraire. Ensuite, le conte est, de par ses origines, populaires, mais il est aussi de culture savante par son oralité finement ciselée et son écriture. Le conte s'adresse à tout le monde, aux petits par son cheminement narratif qui invite à grandir, aux plus grands de par sa fonction d'apologue. Le conte également qui dépasse, dont l'unité morphologique démontrée par Propp et bien d'autres fait fi des frontières, et donc propose aussi, se part d'une ethnoculture. Donc il me semble que le genre littéraire du conte donne envie, invite à lire l'autre, invite à lire, à s'intéresser au monde et à bien d'autres horizons, pour reprendre le joli mot que vous avez vous-même utilisé. Et donc, il me semble aussi que son engouement ne se défait pas. Et rappelons-nous, je ne sais pas si c'est toujours vrai pour les jeunes générations, mais l'engouement de nos 8-12 ans pour la fameuse collection Contes et légendes. Oui. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire et qui m'a un petit peu, qui a parcouru un petit peu toute la lecture de votre ouvrage. Absolument. Je vais poser juste une question, mais très très brève, on va pas. Je voudrais revenir à propos de cette question de la rupture des années 80. Qui correspond évidemment avec ce qu'on a appelé ensuite mondialisation, globalisation, etc. Mais c'est quand même extrêmement, bien sûr on dit à partir des années 80. Mais qu'est-ce qu'on fait des littératures de diaspora qui existaient bien avant? Eh bien, répondez. Ouais. Merci de votre question et de vos suggestions. Vraiment, ça me permet de repenser tout ce que j'ai écrit. Alors oui, Virginie, déjà sur la géopolitique, oui, c'est états-unien et bon, ça a l'air d'être réduit, mais en fait pas du tout. Karen Eyre développe énormément, et de toute façon cette histoire littéraire du temps présent, qui à partir des années 80, et on va expliquer après pourquoi,
elle se développe véritablement au niveau mondial. Et les auteurs de cet espace littéraire du temps présent ne sont pas des auteurs états-uniens, ce sont des auteurs qui sont beaucoup plus... qui appartiennent à différentes nationalités. Je citais le cas de Haruka Murakami, l'auteur japonais le plus lu au monde, et un des auteurs que je lis moi-même. le plus lu. Dans les groupes de lecture, Oui. On lit Camus, vraiment, c'est couramment. Oui. Donc, il y a des auteurs. Et donc, dans cet espace littéraire du temps présent, le roman est la forme dominante, et notamment le thriller et le roman policier, et même un roman policier qui gagne également la francophonie. Si vous regardez le prix Goncourt 2021, attribué à Mohamed Bougar Sarr, sénégalais, c'est un roman policier. Et c'est un roman policier inspiré par un autre auteur de la littérature mondiale, qui est Roberto Bolaño, chilien, mais qui écrivait en Espagne. Et donc, le polar, le roman policier, le thriller, est vraiment la forme dominante de cet espace littéraire du temps présent. Et la chanson est la forme poétique dominante également dans cet espace littéraire du temps présent. Et c'est ainsi, c'est l'hypothèse que je formule dans mon ouvrage, qu'on peut expliquer le prix Nobel de littérature attribué à Bob Dylan. Effectivement, la chanson, c'est la forme poétique la plus répandue aujourd'hui, et de loin. L'épopée apparaît derrière, mais l'épopée est beaucoup plus élitiste. Oui, j'avais d'ailleurs Voilà, sur les épopées orales et les mythes, on voit que l'épopée est également une des grandes formes poétiques, mais bien loin derrière la chanson. Vous avez toutes les épopées qui sont... Enfin, certaines, elles ne sont pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont mentionnées ici. Alors, sur le conte, oui, évidemment, j'ai envie de dire, et j'ai tort de ne pas en parler assez, Le Petit Prince, c'est l'œuvre française la plus traduite au monde. Et donc, c'est une forme littéraire, oui, qui est commune à la plupart des cultures et qui permet de penser, pour le coup, une littérature mondiale. Alors, j'ai un chapitre là-dessus sur ce qu'on appelle, ce que le linguiste Dominique Magno appelle les hypergenres, c'est-à-dire des genres littéraires peu contraints et qui ont, à forme donc très très large, très ouverte, qui ont perduré de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et je cite deux hypergenres. Le premier, c'est le dialogue. Le dialogue, dans la littérature occidentale, par exemple, depuis Platon jusqu'à Roland du Billard aujourd'hui et d'autres, c'est un hypergenre qui a structuré un ensemble de textes absolument énorme. Et le deuxième hypergenre que je mentionne, c'est le récit de voyage. Le récit de voyage, dans toutes les cultures, vous trouvez des récits de voyage, de l'Antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours. Et ce sont des formes peu contraintes, mais qui permettent de structurer et de penser une communauté des cultures littéraires. Et le conte est un hypergenre, de fait, qui n'est pas... que j'aurais dû mentionner bien plus que cela. Et merci de la suggestion, parce que ça va me permettre de développer mes recherches dans ce domaine. Un prochain article ? Prochain article ou prochain livre, on verra, au choix. Et alors pour la rupture des années 80, oui, la littérature de diaspora, mais elle n'était certainement pas diffusée au niveau mondial. Elles étaient dispersées à l'intérieur de la diaspora, mais au niveau mondial, elles n'avaient certainement pas la résonance qu'un Murakami ou autre référence mondiale, mais bon, peu brésilienne, mais peu estimée, Paulo Coelho, qui est véritablement un auteur diffusé absolument partout. Les littératures diasporiques ont toujours existé, mais simplement elles circulaient à l'intérieur d'une certaine diaspora, pas au niveau planétaire comme certains auteurs et certaines œuvres aujourd'hui. D'autres questions ? Merci.
Bonjour, merci pour vos exposés et puis pour vos commentaires. Alors, je ne suis absolument pas un spécialiste de littérature comparée. Je suis là aujourd'hui par hasard parce que je me suis trompé de jour et d'orateur. Mais j'ai bien fait de me tromper parce que ça m'a beaucoup intéressé. Alors, j'ai plein de questions de béotiens. Je vais aller très très vite. D'abord, je reviens sur une formule que vous avez employée pour définir le commun. Qu'est-ce qu'on a en commun? Alors, est-ce que c'est la question qu'est-ce qu'on a en commun qu'il faut poser ou qu'est-ce qu'on doit construire comme commun? Parce que ce qu'on a en commun, je prends le rapport à la nature, on a en commun par rapport à la nature, c'est pas grand-chose dans le monde, tellement il y a des différences d'appréciation et de comportement vis-à-vis d'elle qui sont extrêmement différents. Donc c'est plutôt quelque chose qui est en devenir, qu'il faudrait peut-être... Bon. Et alors ça amène à toute la discussion qui vient d'avoir lieu sur l'universalisme, l'universalité. Alors je me demande si, en fait, dans les critiques qui sont très fréquentes apportées au concept d'universalité, bon, il n'y a pas l'oubli qu'on ne peut pas parler d'universalité sans qu'il y ait relation à l'autre. Donc, par définition même, si l'universalité a un sens, c'est avec la relation. Ce qui va rejoindre de certaine manière votre concept d'universalité horizontale que vous avez abordé. Mais je me suis demandé, je termine là mon petit questionnement, ce que signifie, par rapport à cette universalisation possible, ce que signifie aujourd'hui les rapports dans le monde qui sont à la fois conduits par la mondialisation capitaliste, les uns et les autres, vous l'avez dit, à juste titre, et en même temps avec une dislocation du monde qu'on n'a peut-être jamais vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concept de Sud global est en train de s'imposer partout, mais c'est presque un contresens quand on voit l'état de dislocation, justement. Et il n'y a aucune homogénéité dans ce qui est appelé aujourd'hui Sud global. Je termine en rebondissant sur votre dernière discussion introduite par Madame là au premier rang sur l'introduction du conte, parce que je me demande, pour poursuivre cela, dans quelle mesure on ne peut pas intégrer dans la définition de la littérature mondiale ce que je vais appeler, pour aller vite, je ne trouve pas d'autre mot, la littérature que je vais appeler sociologisante. C'est-à-dire, par exemple, vous avez fait allusion à une filiation bourdieusienne, mais on peut y mettre Norbert Elias qui a écrit Sociologie d'un génie à propos de Mozart, Montesquieu avait son esprit des lois, Voltaire avait Candide, etc. etc. Donc il y a peut-être une définition du périmètre de la littérature, et vous venez de dire que le prix Nobel avait été accordé à Bob Dylan. Bref, il y a une définition de la littérature qui mériterait d'être interrogée avec périmètre large ou périmètre beaucoup plus étroit. Et alors vraiment je termine, dans la diapositive que vous avez montrée sur les critères de classification pour établir la hiérarchie des langues utilisées. J'avais pas retenu la totalité, mais cette classification, elle n'a rien de littéraire au sens habituel du terme, elle est directement politique. Hein, le statut, degré de reconnaissance dans les instances politiques, le degré de développement mesuré par l'indice de développement humain, la fréquence d'utilisation dans les instances internationales, bref, ce sont des critères directement politiques, ou je me trompe? Pas du tout, non. Merci de vos remarques. Vous avez entièrement raison, mais la linguistique est entièrement politique. Le poids d'une langue se définit par rapport à des critères sociopolitiques, oui, c'est absolument clair. Mais justement, ces facteurs, ça permet de penser le poids des langues. Et c'est vrai, pour la littérature, c'est absolument fondamental. En France, et encore, nous sommes dans un pays ouvert. Après l'Allemagne, nous sommes le pays le plus ouvert en termes de traduction de pays sources vers nous. Mais nous avons quand même des œillères, et ça se traduit au plan universitaire. Quelles sont les littératures étudiées au plan universitaire? Si vous regardez bien, le domaine anglophone est absolument dominant. Et il y a toujours quelque chose qui me chagrine d'ailleurs, parce que c'est quand même une des grandes langues du monde, mais le domaine germanophone est en train de disparaître au plan de l'enseignement universitaire en France. Nos collègues germanistes se plaignent constamment
il y a un manque de vocation qui est lamentable. Enfin, bon. Passons, le linguistique et politique de part en part, ça c'est clair, et le poids de langue est très important, et le poids également du système des traductions, sur lequel Gisèle Sapiro, sociologue de la littérature et de l'édition, s'est penchée. Hein. Il y a là vraiment un système d'échange inégal totalement mis en place et qui, comment dirais-je, qui nous empêche en quelque sorte d'avoir accès à certaines littératures et à certaines cultures. Alors oui, vous êtes là par hasard, c'est un hasard objectif, dirait les surréalistes, mais bon, c'est très bien. Le hasard objectif était valorisé par André Breton et le groupe surréaliste. Alors commun, qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que nous devrions avoir en commun? Je pense que la littérature, elle pose d'abord, elle expose d'abord, elle montre d'abord ce que nous avons en commun. C'est-à-dire nous avons l'expression de différentes cultures, de différentes littératures, et à partir de là, nous pouvons voir quels sont les éléments importants pour telle ou telle culture, quelle est leur relation au cadre naturel, quelles sont leurs relations éthiques, quelles sont leurs relations à l'espace, etc. La littérature expose, et à partir de ce que la littérature expose, nous pouvons penser ce que nous avons en commun. Et véritablement, je pense que la littérature, c'est d'abord ça. Mais il y a également une littérature plus philosophique qui tentera d'exprimer ce que nous devrions avoir en commun. Mais je pense que principalement, en découvrant les auteurs de chaque culture, nous voyons ce que nous avons en commun et ce qui diverge par rapport à ce que nous pensons et à ce que nous sentons. Une dislocation du monde, hein, vous parlez de dislocation du monde, au plan littéraire, je ne pense pas justement. Je pense qu'au plan littéraire, il y a au contraire un système éditorial mondial qui se met en place, et ce système est caractérisé par l'échange inégal, et donc nous devrions lutter contre cet échange inégal, mais je pense qu'il y a une tendance plutôt à l'unification et à une relation entre les auteurs de différents continents et de différentes cultures qui commencent à penser leur œuvre en fonction de ce que les autres ont écrit. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur la francophonie, ce qu'on appelle la francophonie. Je crois que j'avais voilà, le monde de la francophonie. Bon, c'est une carte, on peut la critiquer, mais enfin, ça donne un peu une image du monde de la francophonie. Véritablement, les auteurs francophones communiquent entre eux et se pensent à partir de ce que les autres ont écrit sur tel ou tel continent, et ils se positionnent en fonction de cela. Et la francophonie politique, hein, qui rassemble en quelque sorte ces auteurs, permet de penser non pas la dislocation, mais justement une forme d'unification. Je crois que le monde des phonies, ce qu'on appelle le monde des phonies, du grec phoné, un discours, est l'une des voies de la non-dislocation, de la réaction contre la dislocation du monde. Francophonie, anglophonie, hispanophonie, lusophonie, en Afrique, swahiliphonie, etc., etc. Ça permet de rassembler des auteurs et des littératures et de penser selon les formes d'une langue commune, selon les cadres posés par une langue commune. Et ce monde des phonies me paraît de plus en plus important au niveau mondial. Bon, la francophonie n'est pas... L'anglophonie est beaucoup plus développée que la francophonie, mais quand même, c'est un cadre qui permet justement de réagir contre cette dislocation. Alors pour la littérature sociologisante, je ne sais pas exactement ce que vous appelez la littérature sociologisante. Pensez à quels auteurs? Les d'autres que j'ai cités. Vous-même, vous aviez cité Bourdieu, enfin, vous aviez l'adjectif bourdieusien qui était intervenu dans votre exposé, ça m'avait pensé à Elias, à Montesquieu, etc. Oui. Dont l'œuvre est très littéraire. On lit Montesquieu, c'est de la littérature au sens d'abord que c'est bien écrit. Oui, Montesquieu. Et en même temps, l'objet de l'écrit est directement sur les affaires de la cité. Ok. Mais, comme Ali Ernaux, alors, par exemple comme Ali Ernaux. Ali Ernaux, oui, le récent prix Nobel de littérature française, oui, littérature sociologisante. Mais je ne classerai pas Pierre Bourdieu dans la catégorie littérature sociologisante.
sauf à entendre littérature au sens anglais du terme, literature, qui est beaucoup plus vaste que le terme français. Mais en fait, c'était pas Bourdieu dont on parlait, c'est d'auteurs qui s'inspirent de Bourdieu dans leur œuvre littéraire. Ah, Annie Ernaux, alors, par exemple, oui. Par exemple. Oui, Annie Ernaux, par exemple. Oui, il y a eu un récent colloque qui s'est tenu, organisé par mon collègue Dominique Viard de l'Université de Nanterre, spécialiste de la littérature française, contemporaine, sur littérature et sociologie, justement. Ouais. Et il y a tout un pan de la littérature française actuellement qui s'inspire de la sociologie ou qui tente de faire une sorte de sociologie sans être évidemment sociologue. Des auteurs comme Arnaud Bertina ou Annie Ernaux sont tout à fait dans ce domaine. Oui, alors là, effectivement, il y a une littérature. Alors, il n'aimerait pas qu'on dise sociologisante, mais disons une littérature qui met en scène la vie sociale et qui se met en scène elle-même, parce qu'Annie Ernaux, c'est d'abord principalement la fiction biographique, voire de l'autofiction, qui se met en scène elle-même et qui pense à travers ça la vie de la cité. Oui, là, il y a tout un pan de la littérature qui se développe actuellement, au moins en France, là c'est clair. Et c'est une littérature très intéressante. Est-ce que Sylvain ou Caroline, vous voulez prendre la parole? Non, pour le moment non. Caroline? Merci d'être revenu sur la notion de commun, et que je trouve beaucoup plus pertinente également que la notion d'universel, notamment parce que dans universaliser, c'est un verbe qui a un caractère transitif et qui vient s'appliquer à, on dit universaliser quelque chose ou quelqu'un, là où la forme commune ou le commun en fait n'est pas applicable d'une quelconque manière, elle n'est que à faire émerger. Donc je trouve que c'est un mot qui est peut-être plus neutre, si on cherche une neutralité quelque part. Voilà, c'est tout. Oui, sur le commun, oui, non, sur peut-être les notions que j'ai pas eu le temps d'aborder dans ma présentation, là. La littérature mondiale, ça nous oblige à repenser nos conceptions de l'espace, du temps et des formes en littérature. La notion de l'espace, parce que comment est-ce qu'on peut envisager un espace littéraire qui serait commun à tous les auteurs? Et ça, il faut passer par la linguistique, comme je le disais, et il faut passer également par le dialogue qui se crée qui s'instaure entre les auteurs à partir des années 80. La chronologie, parce que comment accordez-vous la chronologie occidentale avec les dynasties chinoises ou avec les empires africains? Bref, il faut repenser cette chronologie. Et puis les formes. Alors on parlait des hypergenres, donc le conte, effectivement, le dialogue, le récit de voyage. Mais au-delà de cela, comment est-ce qu'on pense une poétique mondiale, c'est-à-dire des formes qui seraient communes à l'ensemble des cultures et qui permettraient de les rapprocher? Alors il y a les hypergenres. Ça, ce sont des genres qui sont communs à pratiquement toutes les cultures, donc on peut penser à partir de là. On peut également penser aux adaptations qui ont été faites de certaines formes poétiques. Je pense par exemple au haïku japonais. Le haïku est devenu quelque chose de global. Il y a eu un ouvrage qui a été publié là-dessus, Global Haïku. Tout le monde d'un seul coup s'est intéressé au haïku et a écrit des haïkus, même si ça s'éloignait énormément du modèle japonais, évidemment. Mais c'est une forme qui est devenue globale. Il y en a d'autres, le ghazal, qui est parti de Perse, bon, et puis d'autres également. Voilà, comment ça a été adapté et comment ça permet de penser certaines configurations de l'espace littéraire international. Elle est vite posée, ma question. Ne faut-il pas ajouter le cinéma, le rôle du cinéma dans la manière de diffuser cette littérature mondiale? Parfois, le commun des mortels aborde par le cinéma et puis découvre que, ma foi, il y a un livre derrière ça qui peut être lu. Un livre qui a été traduit. Ouais, les adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires, oui. Ouais.
Oui, il y a un auteur qui a particulièrement bénéficié de ça, c'est Jane Austen, Oui. qui a été vraiment énormément adapté. Oui, ça permettrait de diffuser, mais vous remarquerez qu'en général, ce sont des auteurs occidentaux qui sont adaptés au cinéma, pas tellement des auteurs venant d'autres cultures. C'est pas... un peu avec les Japonais, oui, parce que le cinéma japonais est important, mais est-ce qu'il y a des auteurs africains, par exemple, qui ont été adaptés et qui ont connu une diffusion internationale? Pas beaucoup. Je vois pas. Il doit y en avoir, mais bon, pas. Par contre, le manga, bon, c'est différent parce que on peut dire que c'est un dessin animé, n'est-ce pas? Que c'est, on peut dire sur la littérature. Oui, oui. Oui, alors le manga, c'est le cauchemar des auteurs de bande dessinée occidentaux, parce que c'est quelque chose qui a envahi le marché et qui maintenant est dominant. Et c'est pour ça que la langue japonaise est l'une des langues les plus traduites en France actuellement, à cause des mangas. Et j'étais allé voir à Kyoto le musée du manga. C'est une forme c'est depuis 1968 le manga, mais ça a pris un développement absolument extraordinaire. Et oui, ça en passe de devenir une forme mondiale, curieusement. Caroline, je crois que vous vouliez parler. Je m'interrogeais sur la pertinence de maintenir ou non le substantif de culture. Je pense aux travaux d'Apadouaï, sur la nécessité peut-être de penser les espaces géographiques et leur subtilité, particularité, particularisme, comme on veut, en termes d'aspect culturel, plutôt que d'enfermer ces espaces dans le substantif enfermant de celui de culture. Et je me demandais si c'était quelque chose qui vous avait peut-être, sur lequel vous aviez peut-être travaillé ou non. Oui, j'ai pas tellement travaillé là-dessus, à vrai dire, mais oui, effectivement, quand on parle de culture et d'unicité et éventuellement de racines culturelles, c'est toujours quelque chose de, comment dirais-je, qui peut à la limite être dangereux si on envisage les choses en termes de pureté. Mais oui, non, j'ai la culture littéraire, mais j'hésite à parler de culture littéraire parce que, comme je le disais, beaucoup d'œuvres dont nous parlons ne sont pas de la littérature, parce qu'elles sont antérieures à notre herméneutique de l'histoire littéraire moderne qui date de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, on peut parler plutôt d'aspects culturels verbaux à ce moment-là, que ce soit oral ou écrit. Et à ce moment-là, on parlerait plutôt comment dirais-je, de forme, oui, de forme. À ce moment-là, je préfère parler de forme verbale, qu'elle soit orale ou qu'elle soit écrite. Oui, c'est vrai, là je suis d'accord. Ben, je n'aborde pas tellement ça dans mon ouvrage, effectivement. Il faudrait que je repense la chose. Je vais lui donner la parole. J'avais une remarque très générale, mais j'ai aussi des questions très, très ponctuelles. Moi, je suis quand même très dubitatif par rapport à la classification de Louis-Jean Calvet. Selon même selon ses critères, je ne comprends pas comment le mandarin est en dernier. Par exemple, le statut de degré de reconnaissance de la langue par les instances politiques. Ouais. 1 milliard de personnes déjà. Comment ça peut mettre le mandarin en combien 18e position, etc. Voilà. Non, c'est juste une question. Oui, voilà. Une autre question très, très ponctuelle que j'avais. Oui, j'aurais voulu que vous explicitiez un petit peu, que tu explicites un tout petit peu le titre même du bouquin, la totalité littéraire. Est-ce que c'est pas c'est un joli titre d'ailleurs, mais une fuite parce qu'on ne peut pas dire littérature mondiale ou la littérature... Tu ne savais pas comment t'en sortir, donc tu as mis la totalité littéraire. Et puis enfin à propos le débat qu'a initié Silver, puisque ce séminaire c'est sur décolonial et universel, le mot commun, moi je l'approuve tout à fait, il me semble très opérationnel, mais moi, je vais dire pourquoi je dis moi là. Moi, je me revendique de l'universalisme, j'emploie ce concept, je suis pour le concept d'universel, et si on accepte le concept d'universel, je ne vois pas comment interdire une politique en faveur de l'universel, qui est l'universalisme, et je suis tout à fait d'accord avec toutes les critiques qu'on fait contre l'universel, mais en fait, ces critiques qu'on fait contre l'universel, ce sont des critiques contre l'universalisme bourgeois et capitaliste, auquel j'oppose l'universalisme concret. Or, les décoloniaux, et avec ça je suis totalement en désaccord avec eux,
à force de faire des critiques qui, selon moi, sont contre l'universalisme bourgeois, mais eux, ils attaquent l'universalisme tout court, eh bien, ça amène à la déviation vers le culturalisme, et avec ces notions de diversalisme ou de pluriversalisme. Or, c'est la confusion dès le départ de croire que l'universalisme veut dire uniformité. C'est exactement le contraire, puisque l'universalisme, c'est la mise en commun de différentes choses dans les sociétés du monde. Donc c'est pas... Alors bien sûr, il y a un universalisme bourgeois, qui à mon avis n'a rien d'universel d'ailleurs, mais... Alors on dit oui, mais non, c'est trop... c'est Stéphane Dufoy qui disait ça, ce concept est devenu piégé, alourdi, etc. Ok, mais à ce moment-là, n'employons plus le concept de nation, puisqu'il a été piégé par tous les nationalismes. N'employons plus le concept de socialisme, puisqu'il a été hideusement caricaturé par le stalinisme, etc., etc. On va en trouver 50 des cas. Et je pense que, d'une certaine manière, on capitule devant l'universalisme bourgeois en abandonnant le concept d'universalisme et d'universel. Et j'aurais voulu encore une quatrième et dernière question plus brève, que tu reviennes un tout petit peu sur comment tu te positionnes par rapport à la théorie des littératures tout monde. Mais encore une fois, je répète, les deux discutants peuvent reprendre la parole quand ils le veulent aussi. D'accord, merci pour ces questions. Les facteurs de Calvet, je vous invite à consulter le baromètre des langues. Moi, ça me paraît assez convaincant. Pour certaines langues, oui, mais le mandarin en dernier, ça... Mais le degré de reconnaissance de la langue par les instances politiques, c'est-à-dire qu'au niveau des relations diplomatiques, on va plutôt privilégier d'autres langues que le mandarin. Oui, mais rien que les instances politiques chinoises, ça fait déjà plus d'1 milliard d'habitants. Ah non, oui, 1 milliard d'habitants, mais les instances politiques chinoises, c'est beaucoup plus réduit que ça. Et même les Chinois, je veux dire, lorsqu'on va... récemment, j'étais à Shanghai et à Nankin, il y a une anglicisation. Maintenant, on voit partout des termes anglais, on voit partout tous les noms chinois sont doublés de noms en alphabet latin et anglicisés. Donc c'est pas... Et c'est vrai qu'à Shanghai, on ne parle pas mandarin. Comment? Et c'est vrai qu'à Shanghai, on ne parle pas mandarin. Si, on parle mandarin. Oui, c'est pas la langue du coin, quoi. Ah non, ça, ils m'ont bien expliqué, oui. Dans les restaurants et cafés, on parle le shanghaïen, mais si on veut rester connecté à l'ensemble de la nation, on parle le mandarin. Non, ils parlent tous le mandarin, sauf les vieux shanghaïens. Non, donc moi je vous invite à consulter ce baromètre. Je trouve qu'il est plutôt convaincant, et vraiment il permet de penser le poids des langues, c'est-à-dire, en dernière analyse, le poids des littératures aussi, et le poids de la traduction des littératures. Donc c'est vraiment, ça me paraît très important. Et c'est politique de part en part, la linguistique est politique de part en part, ça on est bien d'accord, comme on le disait tout à l'heure. Alors le titre, je ne suis pas doué pour les titres. Vraiment, à chaque fois que j'ai écrit un livre, je me pose la question du titre. J'ai écrit des essais, j'écris des romans aussi. À chaque fois, c'est un cauchemar que de trouver un titre. Au début, ça devait être approche au pluriel de la totalité littéraire. Et puis l'éditeur m'a fait remarquer que les titres longs, c'est pas bon. La totalité littéraire, ok. Oui, j'aurais pu aussi. L'infini littéraire, ça faisait un peu vaporeux et tout. Donc bon, voilà, je suis pas doué. C'est comme ça. La totalité littéraire. Alors, l'universalisme concret. Mais qu'est-ce que c'est que l'universalisme concret, précisément, sinon la mise en commun de tout ce que nous avons? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Donc, je pense que le commun, là, le terme important, c'est le terme commun. Et d'ailleurs, il y a un ouvrage publié par le CNRS, auquel j'ai participé pour la partie littéraire, qui s'intitule Faire commun, et qui est paru il y a 2 ans, et où tous les chercheurs du CNRS, enfin, beaucoup de chercheurs du CNRS ont contribué, et chacun dans son domaine. C'est le domaine littéraire, mais il y a aussi des biologistes, des géographes, etc. etc. C'est un très gros livre, Faire commun. Alors, et pour la théorie des littératures, tout le monde, ce que tu entends par là? Moi, j'entends rien, Moi non. Non, littérature tout le monde, non, plutôt littérature monde. Non, je ne sais plus si c'est glissant. Tout le monde, c'est le texte. C'est glissant. C'est glissant, voilà, c'est ça. Et la théorie, ou je ne sais pas si c'était un concept de littérature monde.
on emploie l'expression tout. Enfin, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, Non, mais on il y a emploie deux souvent choses tout le monde. différentes. Voilà. Bien sûr. Il y a deux choses différentes. Il y a le titre de l'ouvrage de Glissant qui est le Tout monde, Ouais. et il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a eu un mouvement de la littérature monde en français. Un mouvement d'écrivains francophones qui, en fait, remettait en cause, si vraiment je le fais simple, comment dire, peut-être cette hiérarchie entre la littérature française et les littératures francophones, et qui prônait une littérature monde en français, c'est-à-dire où... Ah oui, ils protestaient notamment contre les classifications dans les rayons les des librairies. classifications, Les librairies où, et quand on est de ainsi l'Hexagone, on est français, mais quand on est de la Martinique, on est francophone. Oui, C'est ça, pour la entre littérature, je autres. veux dire. Et ça dépend encore, c'est encore plus complexe que ça. Quand on a beaucoup de succès, on est français. Mais oui, bon, il y a des cas, Bessora par exemple, il y a des textes de Bessora qui sont en littérature francophone, d'autres textes qui sont en littérature française. C'était tout un débat autour de, justement, de ces différentes classifications-là. Mais ça, c'était littérature monde en français. Il y a eu un manifeste d'ailleurs qui a été publié, et beaucoup d'autres publications autour de ce concept de littérature monde. Oui. Mais le tout monde, c'est le gros volume de Glissant. Ouais. On a encore 5 grandes minutes. Ça laisse le temps peut-être pour une question, une réflexion et des Moi, réponses. je voulais juste, par rapport à ta réponse, qu'il s'agit d'un universalisme bourgeois. Mais oui, dans une certaine mesure, mais quand je vois par exemple la critique de Senghor à Jean-Paul Sartre, ou de Frantz Fanon à Jean-Paul Sartre, je ne crois pas que Jean-Paul Sartre fasse partie d'un universalisme bourgeois, ou bien. On trouve parfois des traces de recentrisme là où on les suspecterait le moins. Oui, c'est ce que dit, Frantz Fanon aussi. Hein. Peut-être pas, oui, de recentrisme, puisque oui, il défend le prolétariat blanc, en fait. Non, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que critiquer l'universalisme tel qu'il a été vécu au cours de l'expansion impérialiste et tout ça, oui. Moi je comprends tout à fait, je suis 100% d'accord. Oui. Est-ce pour autant qu'on doit renoncer au concept? Non, pas du tout. À ce moment-là, renonçons au concept de nation, renonçons au concept de socialisme, renonçons à 50 milliards de concepts qui ont été utilisés, je dirais même pas détournés. C'est normal qu'un certain système politique et social utilise le concept d'universalisme à sa manière. Oui. Mais c'est pour ça que et ça ne veut pas dire que je suis contre les combats, au contraire. Mais je vois dans les études décoloniales, puisque tu as fait l'effort de recentrer le propos un peu sur le thème général du séminaire, comment le refus de l'universalisme tout court, ni concret ni latéral, ni rien, tout court, pousse aux théories pluriversalistes qui sont complètement culturalistes. Et le pluriversalisme ne signifie pas la pluralité des universels, ce qui est déjà pour moi n'aurait aucun sens, mais signifie l'impossibilité de tout universel, et donc il y aurait des différences radicales entre les sociétés du monde. Oui, là c'est problématique. Autant dire qu'il y a plusieurs races. Genre, ouais, au fond de la classe, peut-être qu'il pourrait poser une question. Oui? Non. Je peux Ah Je m'étais interrogée sur le retard du coup en France des travaux sur cette notion, Ah oui. et je me demandais si vous pouviez éventuellement expliquer ou en donner quelques raisons à ce retard. Alors oui, c'est très étonnant. Cela dit, il faut quand même remarquer, Cocorico, hein, que l'une des critiques qui a mis en évidence les travaux sur la littérature mondiale, c'est Pascal Casanova, avec La République mondiale des lettres. Où est-elle? Publié en 1999 et traduit aux États-Unis en 2004. Alors, la réception états-unienne, parce que la World Literature est établie aux États-Unis comme institution universitaire depuis le début du XXe siècle. Donc, a priori, c'était pour donner aux étudiants états-uniens des notions sur leur héritage européen ou occidental.
Donc la République mondiale des lettres, au début, elle a été reçue comme une entreprise franco-française pour récupérer l'universalisme au niveau mondial. Et puis peu à peu, on s'est aperçu que, parce que c'est directement inspiré de Pierre Bourdieu, hein, avec une extension de la notion de champ littéraire qui est tout de même assez problématique, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc ça a été perçu comme une entreprise franco-française pour récupérer la littérature mondiale. Et puis peu à peu, on s'est aperçu que c'était quand même quelque chose d'important et que ça venait modifier la conception états-unienne de la world literature d'une certaine manière. Mais bon, il faut bien reconnaître que la world literature est une institution universitaire aux États-Unis. En France, il n'y a rien, il n'y a pas de travaux mondiaux. Il y a des penseurs isolés comme Pascal Casanova, mais c'est tout. Et je l'explique par le fait qu'il est très difficile de faire entrer le monde dans une salle de cours. Comment est-ce que exactement vous donnez des notions de la littérature mondiale à des étudiants? Il faut déjà qu'ils étudient la littérature française, les littératures dites francophones, éventuellement certaines littératures européennes, et ensuite qu'on élargisse à la Chine, à l'Afrique, à l'Amérique du Sud, aux Caraïbes, etc. etc. Bon, bref, c'est très difficile. Et un des instruments pédagogiques qui permet ça, c'est les anthologies. J'ai parlé de la Norton Anthology, qui est le prototype de cela. En France, ça n'existe pas. Vous n'avez pas d'anthologie de littérature mondiale qui permettrait l'appui d'un enseignement de celle-ci. On a la gare des Michards. La gare des Michards, c'est franc. Non, mais la gare des Michards, c'était pas si bête que ça, hein, mais c'est purement français. La gare des Michards au niveau mondial, alors là, c'est une entreprise qui prendrait 30 ans et il faudrait vraiment une équipe extrêmement importante. Donc, on n'a pas d'appui en termes éditoriaux. Par ailleurs, il faudrait prévoir des horaires dans les enseignements universitaires, éventuellement les enseignements au lycée là-dessus. Et pour l'instant, pas du tout. Au contraire, je pense que les programmes littéraires français sont plutôt resserrés ces dernières années pour ce qui concerne le lycée. Donc voilà, pour l'instant on en est là, mais au niveau universitaire, ça commence à se développer. Un dernier mot, Caroline, un dernier mot, Sylvain. Non, en fait, je avec posais la question de la traduction, parce que c'est une question qui me paraît importante, notamment pour la construction d'un corpus vraiment mondial, en quelque sorte. Et la traduction, elle joue un rôle non seulement économique, où on l'a vu par rapport à la hiérarchie des langues, ou par rapport justement à la puissance de tel ou tel champ littéraire, mais la traduction est aussi un mode de communication, me semble-t-il, qui permet justement de construire ce commun, ou voilà, d'aller vers un horizon vraiment de mise en commun. Est-ce que l'intelligence artificielle va y changer quelque chose? Bon. Oui, certainement. En fait, ça a changé. Ça commence déjà avec tous les programmes de traduction que nous avons aujourd'hui, qui sont de plus en plus perfectionnés. Je crois que, dans un avenir proche, en tout cas. Alors oui, pour ça, je pense que pour la traduction littéraire, non. Mais pour la traduction technique, de textes techniques, pour la traduction de textes des sciences sociales, des sciences humaines, oui, ça va changer quelque chose. Mais la traduction littéraire est tellement spécifique et il faut tellement respecter les nuances stylistiques des auteurs que là, je pense que l'intelligence artificielle a ses limites. Bon, l'avenir nous dira, mais pour l'instant, c'est comme ça. Moi, j'ai justement une expérience actuelle sur cette question d'intelligence artificielle, de traduction automatique. La traduction automatique a fait d'énormes progrès, c'est indéniable. Nous, à l'AM, on utilise le programme DeepL Pro, qui est vraiment meilleur que Google et tout ça. Et on l'utilise pour des traductions courtes, des résumés, etc. Et moi, j'ai voulu l'utiliser pour la version portugaise de mon récent ouvrage.
et parce que ça, en 5 minutes, la traduction d'un bouquin entier a été faite, en portugais du Brésil. Vous pouvez même choisir portugais du Brésil. Mais il faut quand même une révision humaine. Mais on pensait que la révision humaine permettrait que ça coûte moins cher, puisque ce n'est pas une traduction complète, c'est juste vérifier si ça va. Sauf que je ne le ferai plus. Parce qu'on paye le traducteur ou la traductrice simplement pour la révision, donc elle n'a pas accès au texte initial, dans mon cas c'était en français. Elle va voir uniquement si ce que dit DeepL, la traduction automatique, l'intelligence artificielle, est cohérent ou non, et si au niveau stylistique ça va en gros. Mais ça peut parfaitement être cohérent et ne pas correspondre du tout à ce que j'avais dit. Et ce qui fait que moi j'ai eu des difficultés avec ma traductrice. Bon, je parle portugais, donc je pouvais vérifier ce qu'elle avait fait. Mais en fait, il aurait fallu qu'on la paye comme pour une traduction normale. Parce qu'il fallait qu'en permanence, elle aille revoir. Je lui dis, mais ça ne correspond pas exactement. Il dit, mais DeepL, il a dit ça, pour moi c'est correct en portugais. Hein. C'est correct en portugais. Ok, mais c'est pas ce que j'avais voulu dire. Donc en fait, ça ne règle pas tous les problèmes. Moi, je vais continuer à l'utiliser pour des textes courts, des choses comme ça. Ou quand moi j'ai besoin, il y a un texte en russe. Je ne sais pas lire le russe, et bien, boum, DeepL, ça me donne l'accès grosso modo au texte. Mais pour la traduction littéraire, naturellement, même on ne va pas penser à la poésie. Voilà. Mais même pour les sciences sociales, en tout cas, j'espère qu'on ne va pas baisser dans la qualité des traductions, parce que dans tous les cas, même le traducteur qui va vérifier simplement DeepL, il faut qu'il ait accès à la source dans la langue originale. Et par rapport à la traduction, moi je ne sais pas, je me pose le problème depuis un certain nombre de décennies auxquelles je ne trouve pas de réponse. Lorsque j'étais étudiante en lettres, la littérature comparée, par exemple, c'était vraiment quelque chose de très difficile. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais rien compris, je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est le problème de la traduction. J'étudie qui lorsque j'étudie un texte traduit, j'étudie, on est normalement en littérature, donc on travaille là. L'écriture, c'est cela qui nous importe, bien plus que la jeunesse ou des personnages, que sais-je. Mais j'étudie quelle écriture? Celle du traducteur, la traductrice ou de l'auteur? Et comme je ne connais pas la langue source, quelle qu'elle soit, certes, je pourrais pour être moins sotte en anglais ou en allemand, mais c'est tout. Donc, ça c'est un problème, et j'avoue que vos pages, je les ai trouvées un petit peu rapides là-dessus, parce que ce sont des problèmes dont je ne vois pas de réponse. Oui, mais je pense que ça dépend des systèmes. Par exemple, si vous faites littérature comparée en Allemagne, la connaissance et la maîtrise des deux langues est obligatoire. Et le premier examen que vous passez, c'est un examen de traduction littéraire. Pour faire sentir justement toutes les difficultés, quelle est la langue traduite, mais les études, vous avez l'obligation. Oui, mais de quelle langue il s'agit? Non, parce que dès le départ, vous choisissez vos langues. Ah. Vous dites, par exemple, moi j'étais francophone, j'ai choisi l'allemand. Il y a des Allemands qui faisaient littérature française ou italienne ou portugaise, mais vous êtes obligé de prendre une langue étrangère. Mais on ne sort pas d'un monde très restreint quand même. On n'est pas en swahili, on n'est pas en mandarin, on n'est pas... Non, je crois que là c'est plus compliqué, oui. On tourne un peu en rond. Oui, ça c'est vrai, là vous avez parfaitement raison, c'est... L'important quand même, c'est... Non mais l'important c'est comme... Oui, mais l'important c'est quand même de sortir de sa langue nationale. Dès qu'on a fait un pas à l'extérieur, c'est déjà un début d'universalisation. Et éventuellement, ça permet aussi de réaffirmer l'importance des traductrices, parce que moi, par exemple, je travaille sur un corpus écrit en russe, et je ne lis pas le russe. En revanche, j'ai pu travailler avec la traductrice. Et en fait, c'est une manière aussi de déplacer la question de la langue vers la question des médiateurs et des médiatrices. Et ça peut être une autre manière d'envisager la littérature comparée, qui, à mon avis, est envisageable aussi et pertinente, mais à voir.